J'en ai complètement rien à faire de CNews et de quotidien TMC et patati. Et bataillon. La seule chose qui me fait chier, moi je vous le dis, d'accord, ça va être clair, net et précis. C'est qu'un député qui est payé par nos impôts, tous autour de la table, il est parti se faire un petit prime time, d'accord, sur C8, pour se glorifier et pour montrer comme quoi il a bien fait son travail pour lequel il est payé. C'est vrai en plus. D'accord? Donc, comment il a habillé Yann Barthès? J'en ai rien à foutre. Comment il a habillé Cyril Hanouna? J'en ai rien à foutre. Je te le dis, Barbara, c'est les cadets de mes soucis. Il y a une commission d'enquête parlementaire. Parce que cette commission d'enquête parlementaire, elle coûte du pognon, à toi Barbara qui est enseignante, qui paye des impôts, elle coûte du pognon à Alain, elle coûte du pognon, laisse-moi finir, à Bruno, elle coûte du pognon à nous tous autour de la table, mais pour qu'à la fin, ça sorte en queue de poisson, où le mec, il vient faire le kéké sur les plateaux en disant, lui, je lui donne un point, lui, je lui donne pas de point, lui, il s'est pas bien habillé, lui, eh ben, c'est une débilité. Non, mais je crois que vous confondez. Voilà, tu confonds entre la commission, le but de la commission et la fin. Moi, ça me choque pas. Je suis désolé, c'est pas normal. Ça me choque pas. Ça me choque pas que des parlementaires contrôlent ce que l'on fait d'attribution de fréquences gratuites. Je rappelle qu'il y a eu parfois des dérives et c'est normal que les parlementaires veulent savoir si ces attributions de fréquences, on respecte bien qu'il y ait des charges. Ils sont dans leur rôle. Oui, après, ça, c'est leur boulot. Le problème, effectivement, ça, c'est leur boulot. Le problème, je suis d'accord avec vous, ça s'est transformé en tribunal anti-Bolloré, anti-Hanouna, anti-CNews. Voilà, et c'est ça le problème. Mais cette commission, au départ, elle est intéressante. Non, mais avec, en parallèle, un discours qui a été conduit par des membres de cette commission, donc tu as rappelé M. Saint-Toul, etc., qui carrément disaient qu'ils étaient là. Oui, mais c'est Fouquier-Tinville, de toute façon, c'est que ça. La liberté, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, c'est vraiment les héritiers de la terreur Robespierre. Mais c'est leur modèle. Il s'est permis, lui, pendant que la commission était encore opérante, il s'est permis de tenir les propos qu'il a tenus. Monsieur Bataillon, ok, il a voulu faire ils ont fait la même chose tous les deux. Il a voulu faire son... Mais non, mais là, la commission était close. Peut-être que tous les deux doivent être démissionnés de cette commission. La commission était close. C'est pas pareil. Excuse-moi, Barbara, tu parles d'un président et tu compares un président... Enfin, excuse-moi, le mec est quand même président de la commission, Barbara. Tu compares le président... C'est dommage parce que c'était bien comporté. C'est fou, voilà. Parce qu'en fait, vous président... Est-ce que la France n'a pas de plus gros problème que ça, excusez-moi. D'accord. On est tous d'accord sur le problème, mais excuse-moi, tu me dis que la commission était à charge complètement contre Hanouna. Peut-être, c'est possible, c'est même voilà, c'est même sûr. Mais il y avait aussi des députés du Rassemblement national quand il est venu, Yann Barthès, ils lui sont tombés dessus. Et vous le savez très bien, mais ça vous omettez de le dire. Et ça, c'est pas cool de votre part parce que il faut être aussi, il faut pas être jugé par. Excuse-moi Bruno, mais quand les députés du Rassemblement national sont tombés sur Yann Barthès, et Dieu seul sait que je suis pas un fan de Yann Barthès, mais il lui est aussi tombé dessus. Donc, à un moment, c'est le jeu des parlementaires. La France insoumise est tombée sur Hanouna. Le Rassemblement national, donc voilà, c'est la démocratie. Et le président, il est décalé sur le plateau. Donc, ils me disent que le président de la commission aille sur le plateau d'Hanouna, à la rigueur, allez, c'est pas grave. Elle est close. Voilà, mais ne va pas critiquer. Mais ne va pas critiquer. Voilà, il ne va pas critiquer Barthès ou X ou Y sur le plateau de Hanouna. Ça n'a pas été. C'est de la maladresse. Au minimum, c'est de la maladresse. Au maximum, c'est de la débilité. Non, Mehdi, attends. Quand on dit il est allé sur le plateau de chez Hanouna pour critiquer Yann Barthès, c'était quand même pas délirant ce qu'il a dit non plus. Il a dit qu'effectivement. C'était pas son rôle. Non, mais franchement, il n'a pas démonté Yann Barthès. C'était pas une charge insupportable. Je pense que, mais on est dans non, mais ça a été monté en épingle aussi par Libération. Bien sûr, mais ça a été monté en épingle par les Insoumis aussi. On est dans un monde de communication où vous, les médias, vous êtes les grands pros des médias aussi. Comme tu dis, il aurait pu être là ce matin aussi, Bataillon. Donc il n'est pas venu parce qu'il a dit. Que Cyril Hanouna invite Bataillon et qu'il l'a, c'est un bon coup. Bravo. Oui, bravo à Hanouna. Après Bataillon, il peut y aller aussi sans forcément. Il peut faire la langue dézinguer Barthès. Les bons points et les mauvais points. Il n'a pas dit grand chose. Je commence à être un peu old school. Il y a juste une toute petite chose qui me dérange, même en étant dans les médias. Ouais, mais c'est vrai, c'est l'âge. Tu vois, je vieillis. C'est la sagesse. Merde. C'est simplement la génération, cette génération politique et la génération Twitter et médias. C'est-à-dire, tout le monde loue le fait qu'ils font une commission qui est peut-être critiquable dans la manière dont ils ont mené leur débat. Mais
c'est une commission d'enquête. Tu as un président, tu as des assesseurs, tu as des assistants, tu as un rapporteur. Les gens sont obligés Les débats sont télévisés. Tout le monde y va, y compris un capitaine d'industrie d'un groupe mondial. Et qui va répondre à la convocation, tu pendant peux être plus d'une heure là-bas où tu es sous serment quasiment, etc. Derrière, on te dit, bon, je me souviens, mesdames et messieurs, merci, nous avons bien travaillé, viendra maintenant le temps du rapport. Attends, t'es pas obligé de tweeter, t'es pas obligé d'aller sur les plateaux télévisés, commencer à dire... le président de la commission commence à dire à M. Saint-Toul, on sait déjà comment il va orienter son rapport. Et après, tu as Saint-Toul qui dit, vous avez vu de son côté ce que fait l'autre. Attends, si tu veux en plus retrouver de la crédibilité politique, tu attends que le rapport soit rendu et ensuite tu dis, nous l'avons rendu. Et puis là, tu viens en parler dans les GG, tu viens en parler sur tous les plateaux d'accord, mais peut-être parce que ces jeunes députés sont pas à la hauteur de leur fonction, pardon. Non, c'est pour ça que je dis la génération députés, Twitter, réseaux sociaux. Ils sont jeunes. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle génération. On va pas faire c'était mieux avant, mais c'est vrai qu'on parlait de Pompidou. Quand tu vois les gouvernements Pompidou à l'époque, les interventions télévisées, vous avez quand même ce qu'on appelait d'ailleurs des barons, etc., des types qui avaient quand même du coffre, du caractère, qui avaient des parcours, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut, en gros, peut être ministre. D'ailleurs, ils sont ministres 3 mois, puis après on les change, parce que Emmanuel Macron, c'est sa spécialité quand même. Les ministres, les valses changent tous les 6 mois. Vous savez plus qui fait quoi. Et des députés qui ont 30 ans se retrouvent à la tête d'une commission d'enquête et pètent un câble. Ce qui fait du tort en fait à cette société, à tous ces jeunes politiques, même s'ils n'ont pas d'expérience, c'est le fait qu'on est dans une société hyper médiatisée. Donc ils sont captés, tu vois, ils sont captivés par ça. S'il n'était pas arrivé ce qui est arrivé chez Hanouna, on l'aurait eu là ce matin, il aurait été chez BFM après, il aurait été chez CNews, il aurait été partout. Barbara. Moi je suis désolée, tout ça est lié au fait qu'il y a des excès de la part de certains députés. Que M. Bataillon, c'est un député macroniste, bon à mon avis, c'est le en même temps. Mais il est pris en tenaille par les gens de LFI qui ont dès le début orienté la commission pour en faire une commission anti-Bolloré. Encore une fois, moi je m'en contrefiche de Bolloré, de son empire, etc. On a une zapette dans la main, on change de chaîne. On a Quotidien qui ose, les journalistes de Quotidien qui osent venir dire à la télévision dans une radio, c'était Sud Radio, nous on n'invite pas le RN parce que ça correspond pas à nos idées. Ces gens-là, c'est le pluralisme politique. On a aujourd'hui LFI qui ne veut plus aller chez Hanouna. Donc excusez-moi, qui sont ceux qui sont contre la démocratie? On sait où ils sont. Alors le député Bataillon, je parlais simplement de la commission. Le député Bataillon qui nous a, c'est les LFI aussi qui mettent cette ambiance. Qui a préféré aller finalement ce matin sur France Info plutôt qu'RMC alors qu'il s'était engagé à venir chez nous. Bon, ça c'est un peu embêtant, mais enfin peu importe. Mais il vient de dire qu'il assumait sa venue à TPMP, puisqu'en gros, effectivement, la commission était terminée, donc il avait le droit d'y aller, mais il regrette ses critiques sur Yann Barthès. Voilà. Bon, fin de l'histoire. Donc ça veut dire qu'il reconnaît avoir fait... Ceci étant, on n'avait pas besoin de M. Bataillon pour voir que M. Barthès avait des problèmes à lire ses notes et qu'il n'était pas vraiment habillé comme on vient à une commission parlementaire, c'est tout point. La commission, c'est pas la police du vêtement non plus. Non, c'est pas une... Non, c'est la... Si cette commission, ça se résume à la façon dont Yann Barthès s'est habillé... Tu m'excuses, il y a une exemplarité quand il te présente à l'Assemblée. Excuse-moi, je suis convoquée à une audition, je ne vais pas arriver en pyjama. Je suis d'accord avec toi, c'est une erreur aussi. Quand on voit certains députés dépenaillés dans l'Assemblée, moi je ne suis pas d'accord. Alors effectivement, disant le costume cravate du RN, ça leur convient pas. Non, il faut arriver en dépenaillé. Donc je suis désolée. C'est l'exemplarité de la représentation nationale. Et lui, Barthès, il est tiré à 4 épingles dans son émission. Pourquoi dans son émission il est tiré à 4 épingles et pas quand il vient parler à la représentation nationale? C'est nous à la représentation nationale. On a posé la question, est-ce que selon vous, du coup, le président Quentin Bataillon doit quitter la présidence de la commission d'enquête? Non, vous le soutenez. C'est soutenu, mais vous le soutenez quand même. C'est le résultat final qui compte, c'est-à-dire c'est non à 53%, non 53-47. Alors, qu'est-ce que vous en dites, Benzema au JO, 32-16 pour en parler avec les GG, monsieur Mehdi? Écoutez, on remet l'église au milieu du village, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre Karim Benzema dire que ça lui ferait plaisir de jouer pour l'équipe de France et que ce n'est pas contre l'équipe de France qu'il a eu un problème il y a 2 ans, mais c'était un problème avec Deschamps, avec le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Donc ça fait du bien. Je ne sais pas pourquoi, mais ça met une baffe à beaucoup de commentateurs ou de faux supporters qui ont critiqué Benzema et son attachement à son équipe nationale. Et je pense que, franchement, pour moi, en tout cas, je pense que c'est une belle revanche pour lui s'il ferait cette compétition. Et
Toi, tu es pour. C'est que dans un. Vas-y, Karim. C'est que dans un pays comme la France où on peut se permettre, écoutez bien, hein, de douter de l'efficacité de la venue d'un mec qui était Ballon d'Or il y a 1 an. Dans tous les pays du monde, le Ballon d'Or, c'est une icône nationale. C'était il y a 2 ans, c'était en 2022. Oui, excuse-moi, mais le 2024, il n'est pas encore fait. Oui, mais il y a 1 an. Du coup, il n'a pas fait la Coupe du Monde derrière. Il y a eu qu'un Ballon d'Or après lui. Il y en a eu qu'un des Ballons d'Or après lui, jusqu'à preuve du contraire. Oui, donc c'est l'avant-dernier Ballon d'Or. Donc c'est l'avant-dernier. 34 ans. Bah, va dire ça à Messi. Va dire ça à Messi. On devrait tout faire pour avoir va dire ça à Ronaldo. Messi joue à Miami, il joue pas. Oui, d'accord, mais Messi il joue plus sur le continent européen. Et Benzema, il joue même pas à El Nasser. Eh les gars. Messi joue à Miami jusqu'à la preuve du contraire. L'année dernière, il joue au PSG et il a fait 20 passes décisives, 20 buts. Donc, ou vous connaissez le ballon, ou vous êtes des footix. D'accord? Mais on arrête de dire des conneries, s'il vous plaît. Benzema, ne me rajoutez pas que Messi ou que Benzema ne sont pas des. Il n'est pas à son meilleur niveau. Tu es d'accord avec ça? Alors, justement, donc je ne suis pas en train de te dire que c'est l'Euro 2024, c'est les Jeux Olympiques. En fin de carrière, il y a quand même un niveau un peu plus bas que des championnats ou que des championnats européens ou que la Coupe du Monde. Donc arrêtez, dès que ça parle de Benzema, il y a une partie des gens qui ont de l'urticaire. C'est toi qui commencent à se gratter de partout. C'est toi qui mets le débat à ce niveau-là. Le mec, il est en train de vous dire, je viens jouer, ça me ferait plaisir de jouer. Mais il y en a plein qui veulent bien jouer. L'avant-dernier Ballon d'Or. On a le droit de se poser la question, est-ce que c'est une bonne recrue? Non, on n'a pas le droit. Non, mais c'est pas Benzema. Oui, il est intouchable. Je vais très Benzema est intouchable. Je pense qu'il a quand même je pense que Mbappé, c'est le potentiel. Il a quand même un potentiel qui est reconnu et connu de tout le monde. C'est quand même le joueur de l'équipe de France qui a gagné le plus de Ligue des Champions. Oui, mais ça c'est avant. Capitaine du Real. Aujourd'hui, il joue plus. Il joue plus aujourd'hui. Tu sais que quand tu écoutes Olivier Truchon, on dirait que ça fait 10 ans, Benzema. Non, mais il est blessé. Mehdi, en fait, parce que tu mets d'autres choses. Derrière ce truc. Tu mets d'autres choses derrière ce critère. Moi, je pense qu'il n'y a qu'un seul critère, c'est le critère sportif. Non, mais moi, entre Mbappé, Griezmann et Benzema, tu choisis qui? Si tu choisis un des trois pour faire les JO, tu peux mettre les trois. Mbappé ne viendra pas. Non, si tu devais choisir. Mbappé ne viendra pas. Non, si tu devais choisir sans les autres. Mbappé sans aucune hésitation. Et ensuite, tu prendras Griezmann, parce que Griezmann, il joue encore. Mais attends, voilà. Mais je suis pas dingue. Il a une cheville en vrac, là, en ce moment. Mais c'est pas le problème. Alors, Joël. Je suis en train de te dire, Olivier, que arrêtez, regardez, juste le fait de parler du possible retour de Benzema, ça met 50% de la population en AVC. Tu vois, ils sont tous comme ça, ils sont tous. Arrêtez, les gars, tranquille, ça va bien se passer, c'est que Benzema. Non, Benzema, il n'est pas rancunier. Hein. Franchement, on a bien de la chance. Hein. Parce que je peux te dire qu'il y en a d'autres à sa place, ils auraient craché sur le maillot depuis longtemps. Hein. Il n'est vraiment pas rancunier pour, à 36 ans, dire qu'il reviendrait bien en équipe de France. Et non, je ne crois pas que tout le monde se bouscule pour aller en équipe de France pour les JO, non. C'est pas en du équipe tout. de France. C'est pas en équipe de France? Sur l'équipe de France Espoir. Et le dernier mot veut dire quelque chose. Ouais, mais même, je veux dire, il n'est pas rancunier pour vouloir porter encore ce maillot. Donc, bien comprendre. Non, mais les torts sont partagés. Mais on ne sait pas pourquoi Deschamps ne peut pas l'encadrer. Hein. Non, mais on ne sait pas. J'ai pas dit non, mais il y a au-delà de ses performances sportives, il y a un cas Benzema, on le sait très bien, qui va bien au-delà des performances sportives, puisqu'on l'a accusé d'être un frériste, etc. Donc on va plus loin que ça. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée. S'il peut apporter quelque chose à des jeunes de moins de 23 ans, en sachant que, je ne sais pas si vous suivez un petit peu, parce que moi je suis l'après-CAN, mais il y a pas mal de jeunes de moins de 23 ans, français, il y a une hémorragie, qui font le choix de partir dans leur pays, dans les équipes de leur pays d'origine. Donc il faut un petit peu se calmer et ne pas penser que tout le monde voudrait... aller en équipe de France. S'ils s'en vont, Joël, c'est parce qu'ils sont barrés. Hein. Oui, mais je parle des moins de 23 ans. Ceux qui peuvent jouer en A, ils s'en vont pas. Oui, pour l'instant. Fais attention, pour l'instant. Ça commence comme ça. Oui, bien sûr, mais je sais très bien que vous allez... Il faut mieux jouer en équipe de France, pardon. Non, mais vous êtes en train de me raconter quelle histoire, les deux, là. Donc, vous êtes en train de nous raconter quelle histoire. On vous dit que c'est une très bonne idée. Mais en fait, vous parlez d'autre chose que du foot, c'est ça le problème. Bah ouais. Pas vous. Parce que si on parle de foot... Benzema, on parle jamais de... Moi, je vais te dire, Joël, pour moi, c'est très simple. L'équipe de France Espoir, l'équipe de France Espoir, Thierry Henry, on est le sélectionneur, il est en train de créer un truc sensationnel avec des jeunes de moins de 23 ans qui va emmener à la compétition reine qu'est les JO. Sauf que, comme les JO sont à Paris, tout le monde veut que ça soit le cimetière des éléphants, donc tous les gens qui se sentent compétitifs, ils postulent pour être dans les 3 places
de plus de 23 ans. Je dis que c'est très bien qu'ils postulent. Quel est le problème avec le fait qu'ils postulent? Ils ont tout à fait le droit de dire que c'était pas la priorité. Je vous rappelle les JO Tokyo. Je crois pas que ce soit la priorité. Mais si, vous étiez là, vous nous dites, vous étiez en larmes, Benzema tout. Je vous rappelle les JO de Tokyo. Il n'y a pas un club de Ligue 1 qui a lâché les mecs, quoi. Ils y ont été avec Teddy Savanier, les 3 places de plus de 23 ans. C'était Payet, Teddy Savanier et j'ai oublié le 3e, mais des gens qui étaient carrément un niveau en dessous de l'équipe de France. Alors j'ai du respect pour leur carrière à ces gens-là, mais ils étaient un niveau en dessous de l'équipe de France. Ça, on sait très bien que c'est pas les meilleurs. C'était à Tokyo et qu'il n'y a pas un seul club qui les a lâchés. Mais aujourd'hui, ça va être. Gignac. J'ai dit Gignac. J'ai dit Payet, Gignac et Teddy Savanier. Voilà. Et aujourd'hui, ça va être à Paris. Donc tous les gros clubs. Alors bien sûr que le Real de Madrid ne lâchera pas Benzema. Et élimination au premier tour. Voilà. Donc aujourd'hui, parce que c'est à Paris, tu auras peut-être la chance de prendre des internationaux. C'est nous de voir la meilleure équipe possible pour les Jeux Olympiques qui se passent à Paris. Non mais ça c'est un alignement des planètes. Je suis pas sûr que Benzema, si tu rêves une bonne équipe. Une bonne équipe au JO, tu ne penses pas à Benzema en premier, par exemple. Déjà, c'est une insulte pour les jeunes qui sont en train de se qualifier, déjà. Voilà, parce que les jeunes qui sont qualifiés, excusez-moi, les Wenzemri, tout ça, ils ont quand même un niveau, les Barcola, etc. Emery dans l'équipe meilleur que Benzema aujourd'hui. Emery dans l'équipe A. Oui, c'est vrai. Ah oui. Non, mais je trouve faire les deux. Est-ce que ça peut être je trouve qu'il a le droit de dire qu'il a envie de venir. Oui, il a le droit. Et il y en a plein qui vont le faire. Griezmann l'a dit, Mbappé l'a dit. Oui, mais parce que c'est en France. Mais voilà, quand c'était à Tokyo, il y avait moins de monde qui se battait, quoi. Est-ce que ça peut être une émulation justement pour ces jeunes dans les 3 places d'avoir quelqu'un comme Karim Benzema, tu vois, avec tu as Thierry Henry, Karim Benzema et toute cette jeunesse, tu peux dire ça a de la gueule, ça entraîne. Si on regarde que des performances sur le terrain, est-ce qu'il court bien après le ballon, est-ce qu'il n'est pas essoufflé? Bien sûr, mais moi je pense au vestiaire, je pense aux discussions de vestiaire, et je pense que quelqu'un qui a une telle expérience, d'accord, peut-être qu'il ne sera pas hyper efficace à 36 ans, mais ce qu'il peut apporter, c'est peut-être autre chose. Donc il ne faut pas regarder que... Parce que pour courir derrière le ballon, je pense qu'il y a les effectifs. Si c'est pour courir derrière le ballon, il y a ce qu'il faut, j'imagine. Tu prends Loris, Varane, et puis des gens qui ont arrêté l'équipe de François, et puis ça va faire la même chose. Mais c'est quand même fou de dire qu'en 2024, la France, le monde du football en France est quand même assez magnifique. Non, parce que moi je peux pas me permettre de critiquer, mais tellement supérieur aux autres que sur l'espace de 12 mois, ils ont réussi à critiquer Neymar, Messi, Benzema, et que en fait, tu sais, quand tu entends les footix des supporters français, ils sont tous mauvais parce qu'ils sont tous vieux, parce qu'à 34 ans, 35 ans, ça a été périmé, tu es mort. On a quand même rendu Messi boiteux et vieux sur une jambe. Le mec, il a fait 20 passes décisives, 20 buts sur une saison. Oui. Neymar, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais c'était un joyeux du football et c'était un mec, un fêtard, tout ce que tu veux. Mais ce mec, quand il était en pleine possession de ses moyens, c'est vrai que c'était pas souvent, mais c'était un artiste. Il aurait joué à Dortmund au lieu de jouer à Paris, ça serait peut-être été différent. Il y a moins de boîtes de nuit. C'était un artiste. Ça serait peut-être été différent. Mais nous, on arrive à critiquer tout le monde. Non, mais ça t'a pas échappé que Benzema, il a pas fait la dernière coupe. On avait pour habitude de nous défriser les cheveux. Donc, ma mère m'a appliqué du défrisage capillaire à l'âge de 7 ans. Donc, il faut savoir quand même que ça brûle la tête, pour ceux qui ne savent pas. C'est un produit de merde. Voilà, c'est vraiment un produit... tu l'oublies 2 minutes, ça te brûle le cuir chevelu. Donc, j'ai été à plusieurs reprises un petit peu brûlée, je dirais. Donc, j'ai été éduquée avec ça, j'ai été élevée avec ça, ce que ma fille n'a pas du tout. Par exemple, voilà, je lui ai jamais défrisé les cheveux. Elle y pense même pas, ça c'est pas du tout, voilà. Et donc, je suis d'une génération où on n'assume pas, et peut-être que c'est aussi une question de génération. On n'assumait pas aussi facilement les cheveux crépus. Donc aujourd'hui, on est dans une génération qui assume beaucoup plus, qui n'a pas envie de se défriser les cheveux, et je les comprends bien. Moi, j'ai arrêté il y a plus d'une dizaine d'années, et donc qui souhaitent aller travailler quand même comme ils sont, et qui peut se retrouver confronté à de la discrimination capillaire, et même si je suis contre l'inflation des lois... Tu peux perdre un boulot. Tu peux perdre un boulot. J'ai lu des témoignages quand même où on disait à madame, de la coupe afro ou des tresses, alors soit tu as des réflexions un peu, t'es venu aujourd'hui, je sais pas quoi,
Ou alors, tu as des gens où on leur dit ça fait pas sérieux. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus... voilà, ça fait pas sérieux, vous comprenez, etc. Donc, vous avez des personnes qui sont discriminées à cause de ça. Et notamment sur le territoire de Monsieur Servat, donc je crois que c'est la Guadeloupe, si je me trompe pas, il y a même des écoles qui avaient affiché donc, les coiffures interdites. Donc, on est en Guadeloupe, donc on est quand même sur un territoire où la majorité de la population est noire. Et donc, a des cheveux crépus. Et donc, avaient affiché les coiffures interdites dans l'afro ou les tresses, etc. Donc, sur un tel territoire, il faut quand même y aller. Néanmoins, a-t-on besoin d'une loi ? Bah, écoute. En 2024. Bah, je vais te dire non et oui. Je veux dire non parce que je suis contre l'inflation des lois. Et je suis assez fatiguée qu'on trouve des trous dans la raquette pour mettre une nouvelle loi. Les lois sont pas appliquées ou pas appliquées. Voilà. Maintenant, je vais te dire oui parce que je suis aussi contre toute discrimination. Au-delà même de ce que ça fait à la personne, je suis contre la perte économique de la discrimination pour ce pays qui, je trouve, n'exploite pas très bien sa diversité. Donc voilà. Alors attendez, je voudrais qu'on prenne un exemple. Attends, on va prendre un exemple concret. Celui d'un chef d'entreprise qui est avec nous dans le secteur de l'immobilier. C'est Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour les grandes gueules, bonjour à tout le monde. Bonjour Rémi. Est-ce qu'il y a une discrimination avec les cheveux, vous le chef d'entreprise? Est-ce que vous pourriez embaucher quelqu'un qui a des dreadlocks ou qui a des tresses ou une coupe afro? Alors coupe afro, je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi perso, j'assume ma calvitie. Déjà, c'est une bonne chose. Non, moi aussi. Mais... moi aussi, elle commence. On va pas vous imposer, mais qui vont faire une loi quand je vais être chauve. Ouais, par contre, ouais, c'est clair qu'Olivier et Mehdi, il va falloir assumer, les gars. Je suis désolé. Ouais, ça commence. Mehdi, ça va encore. Non, si ça commence, j'ai un aéroport derrière là. Non, alors c'est clair que moi je vais rentrer dans un process d'embauche rapidement bientôt. Je suis dans un métier effectivement où on vend des appartements individuels sur plan dans le neuf et c'est clair qu'avec le rapport à la clientèle, je suis désolé, mais quand il y a quelqu'un qui arrive avec des dreads, on dit toujours que le premier contact, c'est ce qui est le plus important, les 30 premières secondes. Quand il y a quelqu'un qui arrive avec des dreads, c'est comme ça. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on peut sortir tous les discours du monde, il y a la première impression sera pas bonne. Donc vous n'embaucherez jamais quelqu'un avec des dreads. Non mais ça va me poser trop de problèmes au niveau de la clientèle. Il va ramer, mais c'est plus le problématique, c'est plus lui-même. C'est-à-dire que lui-même va ramer dans les rendez-vous et il va prendre une demi-heure pour rattraper la mauvaise image qu'il a créée dès le départ. Et c'est pas moi qui l'a créée. C'est que, mais oui, la mauvaise image parce que c'est ancré depuis des décennies que les dreads, c'est Bob Marley, c'est le truc, c'est voilà, mais justement, on va sortir des années 70 parce que les dreads c'est plus Bob Marley. Ah ouais. Et quelqu'un qui travaille Et qui a des dreads? Et comment on fait les dreads? Moi, alors, je sais pas si ça se fait pareil aujourd'hui. Je pense que je suis peut-être plus forcément à la page. Mais moi, il y a encore pas si longtemps, les dreads, c'était quoi? Les dreads, c'était des cheveux qui se liaient entre eux par la saleté, quoi. Et qui descendaient très loin. Ouais. Oui, alors attendez que Joël vous réponde. Alors ça, c'est fini depuis très longtemps parce qu'en plus, il y a des coiffeurs de dreadlocks, etc. Et une personne qui travaille dans l'immobilier, donc sait très bien l'image qu'il doit renvoyer. Et quand il a des dreads, en fait, il les entretient très bien. Et vous allez voir, des fois, c'est hyper propre. Mais il paraît que ça fait fier client, c'est ce que dit notre ami Rémi. Mais encore une fois, c'est dans la tête de Rémi, parce que... Non, Joël, non, c'est pas dans ma tête. Non, pardon, excusez-moi Rémi. Moi, je dirais plutôt que c'est la société française. Non, attendez. Justement, vous avez eu des réflexions de clients, parce que ça se base sur quoi, en fait? Mais ça se base sur quoi? Ça se base. Alors moi, des réflexions de clients, j'en ai pas puisque j'ai pas eu le cas jusqu'à l'heure actuelle. D'accord. Mais je veux dire, moi, ça fait 30 ans que je fais de la vente, donc je le sais pertinemment. Et aujourd'hui, des gens. Alors, je vais enfoncer des portes qui sont pas très agréables et qui sont peut-être un discours qui est pas super fun à entendre, mais je vais le faire quand même. Des gens qui se lavent pas tous les jours, qui ont une auberge terrible, qui ont des dents dégueulasses. Alors, ne serait-ce que ça déjà, en termes de clientèle, ça a posé des problèmes. Et je l'ai déjà vu. C'est du factuel, c'est du concret. Donc si après on part, je suis désolé, mais alors là, encore une fois, je fais une différence parce qu'une coupe afro, je sais pas forcément ce que ça veut dire moi. Et puis ça peut forcément être esthétiquement tout à fait cohérent. Par contre, des dreads, typiquement parlant, si je prends cet exemple-là, je suis désolé, mais il y a une limite à tout. Et non, mais quand ouais, c'est des tresses, c'est des limite. Non, les mecs qui sont Bob Marley, qui sont Rastafari, etc., ils vont pas faire de l'immobilier. Je vous le dis tout de suite, parce qu'ils sont vraiment dans les dreads que dont vous parlez. Alors, et les tresses très collées qui sont très collées au crâne. Il y a des tresses qui sont très dessinées, très propres, etc. Et je vous dis que c'est pas votre faute, mais je crois que c'est la société française. Moi, mon frère, il vit à Londres. J'ai déjà vu des agents immobiliers qui avaient des tresses vraiment très propres, etc. Donc on est plein de préjugés. Il y a plus de préjugés dans la société. Qui savaient vendre de l'immobilier
de luxe, etc. Mais parce que les gens sont pas sur ça. Donc c'est aussi très français. Ce que dit Joël, c'est adaptable à tout. Alors attendez, Rémi, les tresses très serrées sur le crâne, vous pourriez dire OK? Mais oui, bien sûr, je pourrais dire OK dans le sens où la personne, après, à partir du moment où elle est propre sur elle, elle est bien, elle se tient correctement, le discours est bon. Mais il n'y a pas des wesh tous les deux verbes. Enfin, à un moment donné, ça fonctionnera très très bien. Mais après, il y a une limite, c'est-à-dire que il y a une limite à tout. Par contre, je vais finir mon discours là-dessus. On va arrêter les conneries. Et là, c'est là où Mehdi, je l'aime beaucoup sur certains discours qu'il a. Est-ce qu'on peut arrêter de faire des lois sur des conneries pareilles? Mais il est payé 7 000 balles, ce cher député, par mois. Non, mais il y a un sujet, en fait, moi j'entends ce que vous dites là, parce que sur le. Mais il n'y a pas forcément une loi pour un sujet. Moi je sais que moi personnellement, j'ai les cheveux longs. Je les ai pas toujours attachés. T'es tatoué partout. J'ai tatoué de partout. Quand j'arrive dans des. Moi j'étais dans des réunions de ministère et tout. Quand j'arrive, le mec il me regarde comme si j'étais un clébard. Chez Cheminot, il n'y a pas de problème. Non, mais chez Cheminot, mais moi j'ai fait d'autres trucs dans ma vie que de chez Cheminot. Et quand j'arrive, en plus je suis jamais habillé avec une chemise et une cravate, je le fais plus, ça fait longtemps que je le fais plus. Quand j'arrive quelque part, le mec me regarde comme un clébard. Mais au bout de 5 minutes, quand je commence à ouvrir ma gueule et que je commence à parler un peu du sujet sérieusement et tout, le mec il te regarde. Moi je trouve que ça c'est du délit de sale gueule. Et vous avez raison, dans une société en 2024 où aujourd'hui on met les gens encore dans des cases. Sauf qu'à un moment donné, moi si le mec. Mais quand tu fais du commerce, pardon, mais quand tu fais du commerce et que tu représentes, je termine mon propos. Quand tu représentes une boîte, bien sûr que l'apparence ça compte. Oui, ça serait hypocrite de dire le contraire. Oui, mais dans ce cas-là, tu fais comme les Galeries Lafayette qui embauchent des vendeurs asiatiques ou maghrébins pour. Quand je rentre dans un magasin, je sais pas, qui vend des produits d'hygiène et si les mecs sont crades, ben j'ai envie de me barrer. On parle de tresses. Des tresses, c'est pas être sale. Pourquoi tu assimiles tu peux avoir les cheveux. Attends, alors je remercie Rémi. Avec sale. Et en plus, je voudrais rajouter un dernier truc qui est hyper important. La discrimination capillaire, c'est ce qu'a vécu sûrement ce jeune homme qui est mort à l'hôpital. Rappelez-vous. Sa maman a dit qu'il avait. On lui a demandé s'il avait fumé. Elle a peut-être pas tort. On lui a demandé s'il avait fumé. On était là, nous jour-là, ils l'ont dit. Je t'assure. Ils lui ont demandé s'il avait fumé parce qu'il avait des dreads, etc. Ils n'ont pas pris au sérieux sa maladie. Et donc, c'est pas que le boulot. Donc, effectivement, les gens te jugent à travers l'apparence. Et s'il y avait cette loi, peut-être que cette maman, elle aurait aussi activé cette loi pour se faire dédommager. Parce qu'elle a perdu son fils. Autour de la table, je suis le seul patron d'entreprise, des petites entreprises, d'accord? Je vous le dis, et je suis sincère quand je vous le dis, j'en ai rien à foutre comment il est coiffé le mec. Mais toi, je fais beaucoup plus attention et pourtant je suis dans l'immobilier, je suis dans la restauration, je suis dans l'immobilier, je suis dans l'automobile, je suis beaucoup plus sensible à sa tenue vestimentaire, à ses cheveux. Mais si en 2024 on est encore à regarder les cheveux d'un mec pour le recruter alors qu'on n'arrive pas déjà à recruter. Mais quelle connerie. Mais franchement, ce député, il a rien mieux à foutre de ces journées. Mais c'est le député qui propose cette loi à la con. Et c'est une loi à la con et qui restera une loi à la con. D'accord ? Moi, je vois plein de personnes autour de moi. Je vois plein de... Mais des dizaines et des dizaines de personnes autour de moi. Ma boulangère a des dreadlocks. Mon postier a des dreadlocks. Il y a plein de gens. Entre Boulogne et Neuilly, je suis désolé de te le dire, j'habite pas à Bondy ou à Saint-Denis, si tu veux dire ça. D'accord, j'habite dans des quartiers chics. C'est des gens qui travaillent. Et il n'y a pas besoin de faire une loi à la con. D'accord, parce que c'est une loi, moi je le dis, à la con, qui ne sert à rien à part à justifier un salaire. D'accord, et à part à justifier une fonction. Non, c'est pas vrai. C'est une loi à la con. Des cas concrets, c'est déjà arrivé à des gens. Mais faire de la com à la con. Mehdi, t'es dans le monde des bisounours. Attends, Bruno. Si c'est moi qui suis dans le monde des bisounours. Venant d'un mec de la SNCF. Mais moi, c'est pas une bisounours. Un bisounours, ça conduit pas un train. Franchement, c'est la fin du monde. T'as des dreads, il y a des dreads là, il y a des tresses. Il y a des coupes afro. Bien sûr. Mais pas chez les contrôleurs. Si. Chez tout le monde. Chez tout le monde. Chez tout le monde. Nous, on n'arrive même pas à recruter. Nous, notre boîte, elle est quand même assez universaliste. Je crois qu'on va faire attention à alors, Amaïel est avec nous. Bonjour, Amaïel. Payez-vous. Bonjour, les bébés. Amaïel est du Nord et vous êtes policière. Exactement. J'ai déjà vu un flic, moi, avec des dreads. Moi, j'en ai déjà vu un. Est-ce qu'il y a besoin d'une loi contre la discrimination? Alors, si vous permettez, Mehdi, je vous adore, je suis fan de vous, mais là aujourd'hui, je suis pas d'accord avec vous. Vous avez tort. Donc, là, moi, je suis fonctionnaire de police, j'ai des dreadlocks. Voilà. À une époque, il faut savoir, on nous avait demandé, on nous avait envoyé un message, un mail nous demandant qu'on devait refaire des photographies pour refaire notre carte professionnelle. Ouais. Et suivi de ce mail, un message avait été rajouté en nous demandant on ne veut pas de coiffure de cheveux exotiques. Mmh. Et donc forcément moi j'ai posé la question qui est-ce que vous ciblez? Donc on m'a stipulé que ma coiffure n'était pas adaptée.
Alors, j'ai fait un scandale monumental en disant vous avez raison. Pour quelle raison ma coiffure n'était pas adaptée, dans la mesure où, comme le disait Joël tout à l'heure, mes locks sont très propres. Elle a eu raison de préciser qu'on ne le fait plus avec des cheveux sales. Ça, c'est une époque d'antan. Voilà, et ils sont très longs. Et à l'époque, ils étaient courts. C'est peut-être la longueur. Non, à l'époque, ils étaient courts. Vous êtes policière municipale ou policière nationale? Non, nationale. Nationale, et vous avez donc des cheveux qui tombent jusqu'où? Et là, aujourd'hui, j'ai les cheveux qui tombent après les épaules. Et on vous l'autorise? Maintenant, oui. Mais vous êtes sur le terrain ou en bureau? Vous êtes sur le terrain ou en bureau? Les deux. Et à l'époque, j'ai dû faire un scandale. Je suis montée au créneau en disant qu'il était hors de question que je n'allais pas couper mes cheveux. Pourquoi vous vouliez pas couper vos cheveux? Parce que c'est personnel. Je pose la question, c'est bon. Vous me posez des questions dans cette émission? Non, monsieur. Bien sûr. Sinon, filme-moi des chips. Des questions intelligentes, tu peux poser, oui, c'est ça. Allez-y, Amaïel. Parce que c'est ma nature de cheveux. J'ai les cheveux crépus, l'entretien est compliqué. J'ai décidé de faire des dreadlocks. Je n'allais pas me lisser mes cheveux ou faire des rajouts pour faire plaisir à ma hiérarchie. Donc non. Donc, vous avez obtenu gain de cause alors. Amaïel, je peux vous poser une question? Bon, alors il n'y a pas besoin de loi alors. Voilà, Amaïel, il faut même chez les pompiers contre la barbe. Voilà. On est dans un monde de. Non, c'est parce que c'est une question de sécurité pour le masque. Je vais vous dire une chose. Franchement, est-ce que vous avez bien vu, vous avez dit, vous avez fait un scandale et c'est passé. Merci. Est-ce qu'on a besoin d'une loi avec tout ce qui se passe actuellement en France? Est-ce qu'on a besoin d'une loi pour la coupe de cheveux? Honnêtement, Amaïel. Bien que je vous adore. Vous savez pourquoi? Moi, c'est passé parce que mon tempérament, je n'ai pas lâché. Voilà, mais si jamais j'avais lâché, oui, mais tout le monde n'a pas ce tempérament-là. Il faut assumer. Pardon, Amaïel, à un moment donné, quand on veut se distinguer, il faut assumer. Et vous avez eu raison. Et bravo, Amaïel. Moi, j'en ai marre. Je suis désolé. J'en ai marre de cette société de pleurnicherie. Eh bien, Amaïel, elle a eu raison. Elle s'est battue. C'est une grande gueule. Elle a obtenu gain de cause. Bravo, Amaïel. C'est se distinguer de porter cette coiffure. Mais excuse-moi, en quoi c'est se distinguer? Quoi, Joël? Le show, en fait, elle a juste une nature de cheveux différente. Joël, donc en quoi c'est se distinguer de la loi est inapplicable. Non, mais on fait une loi pour les chauves. Elle est inapplicable, la loi. Si on t'embauche pas parce que t'es chauve, il faudrait que tu puisses actionner une loi parce que c'est vraiment grave. Est-ce que maintenant, peu importe ce qu'on va avoir comme... on va faire des lois pour des mecs qui ont des boutons sur la peau, on va faire des lois pour des mecs qui ont des piercings dans les oreilles, on va faire des lois pour un mec qui a un appareil dentaire, mais on va aller où? On va aller où? Hors cas de sécurité, attendez, stop. Parce qu'au 32-16, l'histoire des cheveux, c'est en train de mettre le feu. Ah bon? Effectivement, moi, ça m'a fait annuler tout mon séjour, tous mes billets de train récemment, puisque de toute façon, je devais être à l'enterrement de ma maman qui est aujourd'hui, l'inhumation de ma maman qui est aujourd'hui à Cognac. Mes condoléances. Merci beaucoup. J'habite donc Toulon et je pouvais pas me permettre de risquer d'être en rade, de rester. Et puis, j'ai pas les moyens. J'ai une petite retraite. J'ai pas les moyens de payer des nuits d'hôtel à rester bloqué à Cognac ou ailleurs. Donc j'ai tout annulé. Ce qui fait vous pouvez pas prendre la voiture pour y aller? J'ai pas de voiture, monsieur. Et puis 900 km tout seul en voiture, c'est un petit peu beaucoup. Et puis voilà, donc c'est le seul moyen que j'avais. Il y a pas, je vais pas faire en avion, je vais pas le faire. Donc c'est frustrant. Et puis merci la SNCF pour du fait de ne pas pouvoir assister à l'enterrement de ma maman. Vous en voulez à qui alors du coup aujourd'hui auprès de qui êtes-vous en colère alors, Christian? Une colère de toute façon vis-à-vis des grévistes, des syndicats, de ces gens qui n'en ont jamais assez. Je veux dire, on leur a donné effectivement 500 €, je ne sais plus sur non, on leur a pas donné 500 €. Hein. D'augmentation. Non, et c'est ce qu'ils demandent au total. Ils demandent une prime de 500 €, prime de travail, et surtout qu'ils puissent être intégré et compté dans les salaires, comme ça c'est pris en compte pour la retraite. Voilà, ça c'est l'une des revendications les plus fortes. Le salaire moyen, je veux dire, de ces gens, je veux dire, c'est pas des pauvres, c'est pas des nantis forcément, mais tout le monde a un travail. 2000 € brut en début de carrière, 2500 en fin de carrière avec les primes pour les TGV, ça peut monter à 3005. Ouais. Voilà. Ils sont pas les pires, ils sont pas les plus malheureux. Je connais énormément de jeunes qui font du bâtiment, qui se lèvent à 5 h du matin tous les jours pour aller bosser à 30 km d'ici. Donc il y a des gens qui sont beaucoup plus malheureux. Ah bah il y a toujours plus malheureux que soi, ça c'est sûr. Franchement.
moi, je suis absolument s'il faut s'aligner sur le plus bas, c'est sûr que bon. Ouais, mais dans ce cas-là, on trouve toujours plus malheureux. Barbara, ils font partie, je regardais la grille des salaires, ils font partie, au niveau des salaires, de la 4e tranche des plus privilégiés. Notre société, ça représente 19% des salariés en France. Non, parce que on me fait rire aussi. Excuse-moi. Oui, mais Barbara, on me fait rire quand on me dit que la SNCF continue à recruter, qu'elle ne trouve pas. Si c'est aussi intéressant, pourquoi les gens ne vont pas là-bas? Alors, il est vrai que depuis le 1er janvier 2020, plus aucun cheminot n'est embauché au statut ni à la sécurité de l'emploi. Ça, c'est une réalité. La SNCF est désormais une société anonyme, d'accord, et ses salariés, c'est comme dans le privé. Mais il y a une chose, si c'est pas aussi avantageux que ça, sur 276 272 salariés, d'accord, il y a 7300 offres d'emploi qui sont des remplacements pour des postes qui sont partis à la retraite, soit 2,62% de l'ensemble du personnel. Donc forcément, il y a encore des gens qui sont très bien, qui connaissent très bien la valeur de la SNCF sur le plan de vue du boulot. C'est pas quand tu vas à la SNCF, tu vas pas au bagne. Il y a des avantages qui sont certains. Donc, quand on me parle de primes de pénibilité pour des contrôleurs dans des TGV, qui font des grandes lignes. Tu as des horaires décalés, tu as ce qu'on appelle le découché. Mais tu as un salaire qui va en fonction de ça. Mais tu as un salaire qui va en fonction de ça. Ah bon, je suis désolé, mais je suis désolé. 2000 bruts en début de carrière, tu trouves que c'est un salaire qui va avec ça? C'est un salaire normal. Voilà. Oui. Non, mais je ne vois mais pas. C'est incroyable. Je t'ai pas dit qu'ils doivent gagner. On va donner 10 000 balles à tout le monde, comme ça tout le monde il est content et il n'y aura plus de grève. Et quand tu leur donnes 10 000 balles, ils vont te demander 11 000 balles. Et ben voilà, c'est comme ça. Je ne t'ai pas dit qu'il fallait qu'ils gagnent 4 000 balles. Je te dis simplement que être à 1 700 € net en début de carrière pour ce métier-là. Oh, je suis d'accord avec toi, c'est pas le bagne de travailler comme contrôleur. Il y a une prime de pénibilité qui est demandée. 1 700 €, je trouve pas que ce soit indécent comme salaire. Voilà. Toi, tu as l'air de trouver qu'ils gagnent des sommes indécentes. Non, mais Barbara, je ne dis pas qu'ils gagnent des sommes indécentes. Arrête de me faire dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te dire qu'à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires, on peut prévoir une grève de la SNCF. Barbara, tout simplement, que ce soit les vacances de Noël, que ce soit les vacances de février, de la Toussaint, d'avril, de Pâques, à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires, à chaque fois qu'il y a des grands chassés-croisés, tu trouves en face une grève de la SNCF. Ouais. Et quand la grève de la SNCF va s'arrêter, il va y avoir celle d'Air France. Et après, quand il va y avoir celle d'Air France, il va y avoir... Mais c'est comme ça. Et je suis désolé de te le dire. Tu regardes dans tous tes comment ça s'appelle, programme de RMC depuis 3 ans que moi je suis là. À chaque fois qu'il y a des vacances, tu as une grève, ou que ce soit d'Air France ou de la SNCF. Je remercie Christian d'avoir été avec nous malgré aujourd'hui ce qui lui arrive, le fait de ne pas pouvoir assister à l'enterrement de sa mère, dit-il, à cause de la SNCF. Mylène va en discuter avec nous aussi. Elle nous appelle de Savoie justement. Mylène, bonjour. 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 Est-ce que vous comprenez la grève? Est-ce que vous avez été prévenu? Et que pensez-vous du fait que l'on privilégie les stations de ski, ma chère Mylène? On va complètement résigner, hein. La grève, non, peu de gens pensent, on ne peut pas la comprendre. Et puis après, nous, c'est nos filles qui prenaient Junior et compagnie de Lyon pour remonter en Bretagne chez leurs grands-parents. Et voilà, non, j'ai pas été prévenue encore, mais j'ai vu en allant sur Infotrafic que leur train était annulé. Donc c'est des grands-parents déçus de pas voir leurs petits-enfants. Nous, on doit, voilà, tout le monde travaille la semaine prochaine, donc on doit s'organiser autrement. Donc voilà, c'est la déception. La déception, c'était prévu de longue date? Bah oui, dès que c'est ouvert, on réserve. Nous, on n'a aucune famille en Savoie, tout le monde est en Bretagne. On s'organise tout le temps, les filles remontent tout le temps en Junior et compagnie. Là, malgré qu'on soit en prioritaire sur l'axe oui, parce qu'on avait, dans les priorités, vous avez raison Mylène, il y avait l'axe vers la montagne, il y avait les enfants seuls aussi, c'est ce qui était dit. Voilà, les enfants seuls, l'axe Lyon-retour, un peu l'axe retour finalement, Lyon-Bretagne, entre autres. Donc j'imagine voilà, qu'on est plein dans ce cas-là, et c'est triste, mais c'est résigné. Mylène, bonjour. Quand vous avez acheté vos billets on a acheté fin novembre, début décembre. Et vous saviez qu'il allait y avoir un risque de grève pendant les vacances scolaires? Bien sûr, mais on n'a pas le choix. On va pas. Voilà, on n'a pas le choix. Tu vois ce que c'est devenu la SNCF? Tu vois, regarde. Une passagère normale qui achète ses billets 3 mois avant ou 2 mois avant, mais qui se dit que tu as
obligatoirement un pourcentage élevé de chances, un risque élevé qu'il va avoir grève, regarde. Ben voilà. Et ben maintenant, elle se fait bananer, elle, ses congés. Eux, ils s'en foutent parce qu'ils vont gratter leurs primes. Et voilà, merci. Et au revoir aux contribuables. Parce que tout le monde me dit la SNCF est une société pérenne. Excusez-moi, 270 milliards. 270 milliards. Je vais te dire ça, les chiffres, tout de suite. Comme ça, tu vas être tranquille. 250 milliards de déficit cumulé et l'État, chaque année, met 17 milliards sur la table. Donc, ok, c'est bénéficiaire, il n'y a pas de problème, vous gagnez du pognon. Les chiffres de l'année dernière et les chiffres de cette année sont positifs. Et la SNCF gagne de l'argent. Excuse-moi. Oui, c'est des jeux d'écriture, à mon avis. C'est des jeux d'écriture maintenant. 250 milliards de déficit cumulé, 250 milliards de déficit cumulé, c'est une réalité. Mais quand tu regardes l'exercice comptable, effectivement, les trains sont remplis. C'est pas la société la plus pérenne. Ça gagne de l'argent, mais malheureusement, il y a un déficit qui est colossal. Et les tarifs sont hyper chers. À cause des investissements, parce qu'on a privilégier aussi les investissements lourds. Je descends dans mon village au lieu de prendre le train, parce que c'est Paris, Bordeaux, Toulouse, pour aller à Toulouse, je préfère prendre l'avion, c'est moins cher. Mais quand une entreprise, pendant des décennies, n'a pas investi correctement, a tout mis sur les TGV, a négligé un certain nombre d'autres lignes, a laissé ses infrastructures se casser, excusez-moi de l'expression, mais se casser la gueule, et que maintenant, oui, il y a des rattrapages d'investissements à faire, et que l'État ne peut pas tout faire, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est en grande partie une entreprise privée, donc c'est pas à l'État de gérer ça, même s'il y a une partie où il revient à l'État. Donc, non, mais l'État déficitaire de la dette de la SNCF, elle est liée à des erreurs de stratégie politique. Et je suis désolée, les cheminots, ça fait 40 ans qu'ils disent ça va pas, il n'y a pas assez d'investissements sur les infrastructures, il y a des grosses problématiques de sécurité, des grosses problématiques d'investissement pour rénover un certain nombre de sites. C'est en cours, un certain nombre de... Bah oui, c'est en cours. Bah voilà, donc ça fait des années que les cheminots le disent, il faut faire des investissements là-dessus, la SNCF n'écoutait pas. Et continuer à développer des lignes TGV. Bon, bah voilà le résultat. 5e jour de grève, déjà, à la Tour Eiffel. La Dame de Fer toujours fermée aux touristes. Ce matin, les syndicats fustigent la gestion financière de l'édifice, mais aussi des manquements dans son entretien. Rachida Dati, elle, plaide pour que la Tour Eiffel soit classée monument historique. On s'étonne en fait que ce soit pas déjà le cas. Hein. C'est dingue. Hein. Moi, je ne savais pas. Je pensais que c'est déjà monument historique. La Tour Eiffel, en fait, est simplement inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 1964. Ce qui offre un niveau de protection moindre par rapport aux monuments historiques tout court, alors que la Dame de Fer nécessite effectivement des millions d'euros de travaux. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Étienne? On ne peut pas s'en foutre. Mehdi. Non, on s'en fout pas du tout. Pas du tout, vraiment pas du tout. Non, on s'en fout. Mehdi, il a l'air le plus chaud. Tant que Anne Hidalgo est en poste, c'est tout Paris qui doit être sous sauvegarde de l'État. C'est tout Paris qui doit être sous sauvegarde de l'État. C'est tout Paris. C'est pas que les monuments historiques, c'est même nos habitations qui doivent. C'est les trottoirs dehors qui doivent sous protection de l'État. Paris est devenu la risée du monde. Personne ne s'en aperçoit. Toujours le premier, de jour en jour. Du monde. C'est de jour. Mais arrête de te foutre de la gueule du monde en te disant c'est la première ville touristique du monde. D'accord? C'est la risée du monde. C'est la risée du monde. Les commerces ferment les uns après les autres. Les commerçants sont à bout. Les trottoirs sont dégueulasses. Les rues ne veulent plus rien dire. La sécurité est une catastrophe. Les métros, c'est devenu des points de deal. Paris est en train de couler, mais d'une façon terrible. Quand la Tour Eiffel, même la Tour Eiffel est mal gérée. Quand la Tour Eiffel, bonsoir, est dans un état aussi pitoyable. Vous avez vu les photos de la Tour Eiffel avec de la corrosion. Il faut la repeindre tous les 7 ans. Tous les 7 ans, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas été retapée. Apparemment, c'est irréversible. Ça fait 20 ans. Normalement, c'est tous les 7 ans. Il y a un cahier des charges pour des monuments comme ça qu'il faut respecter. Bientôt, tu vas payer 140 € pour aller avec tes 2 enfants au 3e étage. Donc ça, en revanche, oui, 140 €. Par contre, pour que ça soit une pompe à cash, vous avez vu le Champ de Mars. Vous avez vu le Champ de Mars. Est-ce que vous avez... Ça devient du n'importe quoi. Donc il faut classer tout Paris en monument historique. Mais même nous, les Parisiens, on doit être en monument historique tant que Hidalgo est en place. Juste un point historique, la Tour Eiffel, elle a été construite pour être détruite. Elle n'a pas été construite pour durer. Démonter. Donc c'est pas
dans le sens, c'est pas l'objet, c'est pas le Notre-Dame de Paris qui a failli être détruite d'ailleurs. Mais c'est un objet qui a été construit pour être détruit juste après l'exposition. Donc dans ce sens, elle n'a pas été construite pour durer éternellement. Donc Anne Hidalgo a raison de la détruire. Un vrai problème, on n'a pas. Non, mais je veux dire qu'elle n'a pas été conçue. Elle n'a pas été conçue. Et donc elle est d'une grande fragilité. Et donc elle a besoin, effectivement, si on veut la conserver, elle a besoin d'être classée au monument historique de façon à bénéficier de plus d'argent. Donc, vous imaginez que quand même, les Allemands n'ont pas réussi à la détruire, la Tour Eiffel, Anne Hidalgo va le faire. Hein. Non mais c'est impressionnant ce qui se passe. Barbara, hein. Non, c'est impressionnant ce qui se passe. Allez, on enchaîne. Bon les GG, on termine par les vrais sujets. Et ce sondage qui prend le pas sur tout le reste, la presse en parle ce matin, c'est le classement des prénoms masculins des meilleurs amants. Comment s'appellent les meilleurs coups? Non mais c'est Je crois que c'est médian. Hein. Non, c'est très sérieux et toute la presse féminine s'en fait le relais. Alors, bon, on s'en fout pas de ce classement déjà. Est-ce que vous voulez voir? Ah oui, alors on s'en fout. Barbara, non, mais t'es la seule femme du plateau, tu ne peux pas être solidaire. Étienne. Non, c'est rigolo. Ah bon. On veut savoir lesquels sont les. Mais selon quelles règles scientifiques? Les amis, toi aussi, tu vas nous ramener la FNSEA aussi pour. C'est une étude très poussée qui a été réalisée par le site nonorigine.fr. Il a été demandé à un panel de femmes de citer le prénom masculin qu'elles considèrent comme très bon partenaire et d'expliquer brièvement pourquoi. Et voici les 25 prénoms. Alors, je ne vais pas vous faire les 25. Des meilleurs amants, c'est notamment les Alexandre. Ah oui. Qui se démarquent par leur passion. Ils sont numéro 1 dans le classement. Alexandre. Alexandre, moi j'ai connu un acteur porno qui s'appelait Alexandre. C'était excellent. Ah bah attends. Vous vous appelez aussi Benjamin, Christophe, David. Vous êtes des bons coups. Bah oui, je suis désolée. Comme Benjamin Mesdames, Griveaux, par exemple. Vous passerez aussi un bon moment avec les dénommés Julien. Voilà. Ah, Julien, ouais. Et on retrouve enfin à une très belle 15e place. Pardon, les Olivier. C'est pas mal. Bah, Olivier, c'est bien. Plébiscité pour leur sensualité. Bah 15e oui, sur un classement d'une centaine de prénoms. Ah bah, attends, je suis 15e sur 100. 15e. Ah, c'est pas mal. Non, c'est bien. Et Mehdi. Qui a été fait? Mehdi, il est Étienne. Non, Mehdi, il n'y est pas. Il n'y a pas d'Étienne. Mais non, mais il n'y a pas de Mehdi. Il n'y a pas d'Étienne. Mais j'ai cherché toutes les autres GG. Pourtant, la chanson de Caroline Loeb, Étienne. Non, pas de. Gaspacci. Étienne. Mais non. Qui a été faire les critères? Et c'est très bien, moi je suis 15e, ça me va. Et pour les femmes, il n'y a pas? Ben non, il n'y a pas pour les femmes encore. Alors, je suis sûre que Barbara passe dans les 5 premières, parce que alors, c'est hyper connoté. Si, Barbara, c'est. Barbara, il paraît que c'est des prénoms très connotés. Mais non. Raconte-nous, Barbara. Moi je crois que c'est Anne comme Anne Hidalgo. Franchement, dans les premières. Non, mais Barbara, c'est un prénom qui est très connoté sur des trucs un peu comme Barbarella et tout ça. Non, Barbara. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Barbara, c'est. Pourtant, si vous saviez. C'est une invitation. Si vous saviez comme c'est verveine et potage le soir. Barbara vient de tuer l'amour. Avec Barbara Lefebvre, c'est verveine le soir. Question. Et potage. Verveine, c'est pas potage. Ah bah oui. C'est sûr, tu ne seras pas dans les 15 premiers. Non, je ne crois pas. Mais mon prénom peut-être. Bon, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Il nous reste beaucoup de temps. Et tu n'as plus rien à nous dire. Alors là, super. Bravo Anaïs. Parce que c'est-à-dire qu'on avait du mal à rebondir sur tes prénoms. Non, mais est-ce que vous connaissez les amis? Et Alain, il est où dans cette liste? Il n'y a pas d'Alain. Il y a des Guillaume. Guillaume numéro 7. Très très bien. Fabien, génial. Fabien Roussel. Hugo Clément, voilà. Hugo Clément. Isaac. Et Emmanuel, comme Emmanuel Macron. Est-ce qu'on a Emmanuel Macron? Emmanuel, mais vous rigolez, il est 5e, Emmanuel. C'est pour ça que Brigitte a succombé à son charme. Emmanuel Le Chypre et Emmanuel Macron. Voilà, c'est un peu le même style. Emmanuel Renard. Et le numéro 1, c'est quand même Alexandre. Mais Alexandre, je ne vois pas du tout. Alors, Alexandre, dédicace à Paul Lassène, c'est son 2e prénom, les amis, quand même. Ah bah voilà, bravo Paul Lassène. Alex. Pierre, Quentin, Raphaël, Sébastien, voilà, j'espère que, mesdames, que vous en connaissez dans votre entourage. Moi, et toi, Anaïs, tu peux nous dire un peu où t'en es par rapport aux Alexandres? Je connais pas d'Alexandre. Non, Anaïs non plus, de Francis non plus. Parce que maintenant, sur les applis, il faut sélectionner par prénom, du coup. Maintenant, il faut cibler les Alexandres. Voilà, dans les matchs avec Alexandre. Vous savez ce qu'il faut ça faire. Dans les filtres, il faut mettre les prénoms maintenant. Et les Olivier, bien bien au courant sûr. quand même, Barbara, pour quelqu'un qui potage et verveine le soir. T'as l'air bien au courant des sites de rencontres. Verveine.0. Verveine.0. Ah tiens, c'est un petit site. Verveine Tinder, il y a peut-être de l'argent à se faire avec ça.
pour les plans-plans. Verven Tinder. Verven Tinder. Une rencontre devant les feux de l'amour. On a des idées là. Une rencontre et on se couche à 21h. Avec un 10 de Didier Barbelivien. Eh bien justement, Didier Barbelivien sera avec nous à 10h40 et justement il célèbre l'amour, la seule façon d'aimer dans ce roman où il met en scène une lycéenne de la région parisienne, 16-17 ans, qui va rencontrer un homme. Cet homme est prof, alors ça pose un problème, mais ils vont vivre une histoire d'amour assez tumultueuse. Et puis surtout Didier. Ah, il n'y a peut-être pas Didier, tiens. Et pourtant Didier a souvent composé, chanté, écrit l'amour.